Pour cette étape 3, nous voilà devant le Panthéon. C'est très certainement un des quartiers de Paris que je préfère. Vous voyez que nous sommes un petit peu en hauteur. Nous sommes sur ce que l'on appelle la montagne Sainte-Geneviève. Bon, c'est une petite montagne, on est plutôt sur une colline. Mais c'est très certainement un des premiers endroits de peuplement de la ville de Paris, là où se seraient installées les premières tribus celtes et gauloises. Et donc, on s'était mis là pour ne pas être trop loin de la Seine, mais en même temps être un peu plus protégé des marées avoisinants. Et donc, sur cette montagne Sainte-Geneviève, le souvenir du passé, du VIe siècle surtout, est bien présent, puisque Sainte-Geneviève, c'était la sainte patronne de Paris, qu'on est dans le quartier où aurait vécu le roi Clovis et sa femme, la reine Clotilde. On retrouve tous ces indices sur les noms des rues du quartier, et leur souvenir est conservé dans le Panthéon par des toiles marouflées, c'est-à-dire des toiles marouflées, c'est des tissus qui sont accrochés au mur, donc un petit peu comme du papier peint. C'est des toiles qui étaient peintes et qui représentent différentes scènes de l'histoire de France. C'est pour ça que le Panthéon, pour moi, c'est un des monuments parisiens qui nous raconte le plus notre roman national, puisqu'à l'intérieur, vous allez trouver donc ces souvenirs de personnages, de grands personnages symboliques de l'histoire de France, comme Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc ou certains autres rois de France, mais également tout un tas de souvenirs de la Révolution française. Et c'est aussi, donc, puisque le Panthéon, c'est ce que ça veut dire, c'est une nécropole où sont installées les sépultures des plus grandes personnalités de la République. Donc, par exemple, au Panthéon, on va retrouver les sépultures de Voltaire, de Rousseau, de Victor Hugo, d'Émile Zola. Ce sont donc des écrivains. Vous allez également retrouver Louis Braille, qui est l'inventeur de cette écriture qui permettait donc aux aveugles de lire des livres. Vous allez retrouver des sépultures d'hommes politiques, comme par exemple Jean Jaurès ou Sadi Carnot, président de la République du XIXe siècle, qui a été assassiné. Vous allez retrouver des scientifiques comme Pierre et Marie Curie. Vous allez retrouver des résistants comme Jean Moulin, plus récemment qui ont fait leur entrée au Panthéon. En 2015, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonios, Jean Zay, Pierre Brossolette. Et puis, les deux dernières entrées les plus récentes, c'est celle de Simone Veil, dont on a beaucoup parlé en classe, qui a accepté d'être inhumée au Panthéon à condition que le corps de son époux soit également inhumé avec elle. Donc, elle est enterrée avec son époux Antoine Veil. Et puis, tout dernièrement, c'est l'auteur Maurice Genevoix, en 2020, qui y a fait son entrée. Donc au départ, le Panthéon, c'était une église. C'est Louis XV qui fait le vœu d'avoir une église. Il est tombé malade à Metz, une très très grave maladie. Et là, il fait le vœu que s'il guérit, il fera bâtir une église dédiée à Sainte-Geneviève. Et il se rétablit, et du coup, de retour à Paris, il va lancer son projet, et le chantier commence en 1757. Donc il va falloir bien évidemment plusieurs années pour construire cette église. Lorsque l'église est terminée, bien c'est la Révolution française. Et donc Mirabeau, qui était un homme politique de cette Révolution française, en 1791 se dit que ce serait bien qu'on ait un endroit en France un petit peu comme l'abbaye de Westminster en Angleterre, où soient réunies toutes les tombes des grands hommes français et qu'on ait un endroit qui leur soit dédié. Donc comme la Révolution est plutôt anticléricale, anti-religion, on va choisir le Panthéon pour devenir cet endroit. Et donc du coup, le Panthéon ne sert plus d'église, mais devient donc Panthéon. Premier empire, c'est Napoléon qui prend le pouvoir. De nouveau, du coup, l'église redevient église. Donc ça sert à la fois de Panthéon. On ne sort pas les corps notamment de Voltaire et de Rousseau à ce moment-là. Mais l'église redevient aussi église. Donc à la fois, il y a des cultes, il y a des messes et en même temps, il y a les sépultures des grands hommes. À la Restauration, quand c'est la monarchie qui se remet en place, on va effacer toutes les traces d'hommage aux grands hommes. Par exemple, les lettres que vous avez au fronton à la patrie, reconnaissante pour ces grands hommes. Et on va donc cacher un petit peu tous les tombeaux, notamment les tombeaux de Voltaire et de Rousseau, surtout celui de Voltaire qui était très très anticlérical. À la monarchie de Juillet, on remet la devise aux grands hommes, la patrie reconnaissante sur le fronton. Et puis, ce n'est plus du tout une église. Et à partir de la Deuxième République, ça redevient donc ce qu'on appelle un temple de l'humanité. Et Troisième République, on dit donc plus du tout d'église, c'est simplement un panthéon. Et c'est à l'occasion de l'enterrement de Victor Hugo que définitivement le panthéon va trouver ses fonctions, les fonctions qu'il occupe aujourd'hui.